Deborah Bucci avec nous. Merci beaucoup, Martin. Alors, la question que tu me posais, Martin, lorsque tu imaginais cette discussion, est au fond la suivante. Comment bien parler de la Terre ? Comment bien la nommer pour y rendre sensible ? Alors, je répondrai de façon détournée. Je ne dirai pas s'il faut, oui ou non, appeler la Terre Gaïa pour développer de nouveaux récits et activer des affects écologiques. Je voudrais surtout revenir avec vous sur les résonances de ce nom, sur les réticences, sur les interrogations, sur les malentendus qu'il suscite, à partir des critiques que j'ai pu recueillir quand je m'intéressais à la figure de Gaïa dans mes recherches doctorales. Je dois d'abord rappeler que Gaïa, ce n'est pas le nom, mais l'un des noms de la puissance divine Terre en Grèce ancienne. Je rappellerai aussi, car cela fait partie des références que certains d'entre vous ont en tête ici aujourd'hui, Martin l'a évoqué, que Gaïa est le nom grec emprunté dans les années 70 par les scientifiques James Lovelock et Lynn Margulis, 1970, je le précise parce qu'on parle beaucoup de mythes, pour qualifier un phénomène naturel, l'autorégulation de la Terre. Ce nom a ensuite été repris et transféré dans le champ de la philosophie. Isabelle Stengers l'emploie pour qualifier le bouleversement politique qu'entraîne la mutation climatique. Gaïa, chez Stengers, c'est une transcendance ancienne, mais mise au jour par la science moderne et qui fait intrusion dans nos vies. Bruno Latour reprendra après elle le nom de Gaïa pour signifier la nouveauté de la situation écologique qui implique des transformations tout à la fois politiques, sociales, esthétiques et scientifiques. La figure de Gaïa dramatise chez lui l'agentivité d'une terre dont les modernes se croyaient maîtres et possesseurs. C'est notamment l'ouvrage « Face à Gaïa » qui l'a popularisé. Alors, je me cantonne à ces références et je renvoie pour d'autres exemples d'emploi du nom de Gaïa et pour la définition scientifique surtout de Gaïa au livre de Sébastien Dutreuil, « Gaïa, Terre vivante », paru en 2024. Car je voudrais moins parler de ce qu'est Gaïa que de l'imaginaire associé à son nom. Ce qui retentit lorsque je dis Gaïa, c'est d'abord l'écho du mythe. Soit on accorde au mythe peu de pouvoir, on l'assimile à de la fiction, et alors le nom de Gaïa peut ne sembler pas assez sérieux, pas assez politique, ou alors trop romantique, trop New Age, trop publicitaire, trop vulgaire peut-être. Soit on attribue au mythe beaucoup de pouvoir, et ce que l'on associe au nom de Gaïa, c'est alors la croyance, la superstition, le retour de l'irrationnel ou du religieux. Je l'ai souvent croisé, cette crainte, dans l'espace académique, où pourtant on sait que du religieux, on continue d'annoncer la venue, sans pour autant parvenir à dire à quel moment il aurait disparu. Dans le champ des sciences, Gaïa, fantôme d'une déesse ancienne, a sans doute tout pour déplaire. Non seulement elle fait signe vers ce que les modernes nomment religion, mais elle n'a même pas le sérieux des religions monothéistes. Mais c'est précisément pour cette raison que ce nom propre est intéressant, parce qu'il chatouille les modernes, parce qu'il touche un point sensible. C'est dans cette perspective qu'Isabelle Stengers l'employait. Nommer Gaïa est surtout, écrit-elle, une opération pragmatique, une opération visant à produire un effet, à stimuler notre imaginaire et notre agir politique. L'usage philosophique du terme chez elle, comme chez Latour, est l'occasion de défaire les réflexes et les rigidités de la pensée moderniste ou scientiste, qui voit d'un mauvais œil les manières non scientifiques de voir le monde. Il ne s'agissait pas, pour l'une comme pour l'autre, d'aller à l'encontre des Lumières, ni de faire revivre une religiosité ou une identité disparue, mais d'instaurer un cadre de pensée qui nous libère de la croyance en ce que le cours moderne des choses serait inéluctable. Un cadre de pensée qui puisse aussi libérer les affects et les valeurs nous permettant de nous rattacher à la Terre et aux êtres qui la peuplent. C'est aussi dans cette perspective que l'on peut comprendre, il me semble, l'objet mythique qu'est Gaïa chez les penseuses écoféministes, qu'elles soient philosophes, écrivaines ou théologiennes, comme une façon de désamorcer la disqualification dans la société moderne du rapport spirituel à la nature. Gaïa, non sujet de la Terre, sert alors à refaire le monde dans des discours cosmologiques qui le font commencer, ce monde, avec la Terre plutôt qu'avec Dieu, à l'instar de Charlène Spretnak qui écrit ainsi, je lis, « Le vide est libre de toute naissance ou destruction, de tout temps ou espace,
de toute forme ou condition. Du vide éternel, Gaïa s'est mise à danser et s'est enroulée sur elle-même pour former une boule tournoyante. Elle a façonné des montagnes le long de sa colonne vertébrale, des vallées dans les creux de sa chair. Un rythme de collines et de plaines à perte de vue a suivi ses contours. De son humidité bienfaisante, elle a fait jaillir un flot de pluie douce qui a nourri sa surface et apporté la lumière. Fin de la citation. Alors, je l'emprunte, cette citation, à mon collègue Claude Calam, qui, dans un exposé, l'utilisait pour opérer une comparaison différentielle entre les cosmogonies grecques et leur réécriture contemporaine. Ce qui résonne aussi, en effet, lorsque je dis Gaïa, c'est sa consonance grecque. L'origine grecque du mot soulève un autre ensemble de critiques que je qualifierais d'anti-impérialistes. Encore un nom grec, peut-on dire légitimement, un nom qui va venir recouvrir les autres noms de la Terre qui, en dehors de l'Europe, en signifient eux aussi la puissance d'agir. Pourquoi dire Gaïa et non pas simplement la Terre, quitte à l'écrire avec une majuscule? Voilà ce que me demandait l'an dernier une éminente helléniste. Sa question sous-entendait la chose suivante. Pourquoi employer, pour figurer la transcendance de la Terre, un nom grec, c'est-à-dire un nom issu d'une cosmologie où il n'y avait justement pas de transcendance? Pourquoi, autrement dit, monothéiser une nouvelle fois le monde grec? En Grèce ancienne, en effet, les dieux naissent du monde et le peuple sans en être jamais extérieurs. D'ailleurs, Gaïa n'enfante pas seule le cosmos dans la mythologie grecque, contrairement à ce que l'on dit souvent en citant la théogonie d'Hésiode, qui n'est d'ailleurs pas le seul récit cosmogonique en Grèce ancienne. C'est là une idée venue des savants du XIXe siècle, qui ont rétro-projeté sur le monde grec une conception monothéiste du monde et qui ont fait de la Terre la divinité qui aurait précédé toutes les autres. Les choses sont un peu plus compliquées. Dans le récit théogonique d'Hésiode, il n'y a pas une, mais 3 instances divines primordiales à l'origine du monde: Chaos, Gaïa et Eros. Chaos, entité de genre neutre dans la langue grecque, enfante seul Éreb et la nuit noire. Et de leur union naissent Éther et la lumière du jour. Comme l'écrit l'historien des religions Philippe Borgeaud, la descendance de Chaos met ainsi en place des dimensions et des principes essentiels qui vont conditionner la vie des humains. Mais les humains, eux, vont naître d'une autre lignée, celle qui descend de Gaïa, la Terre. Fin de la citation. Gaïa, entité de genre féminin, enfante seule d'abord Ouranos étoilé, puis en s'unissant à Ouranos, enfante une lignée qui donnera finalement naissance à l'espèce humaine. Eros, lui, n'enfante pas. Mais c'est lui, je cite encore Philippe Borgeaud, qui précisément permet aux 2 autres de produire une descendance. Par ailleurs, Gaïa n'est pas le seul nom de la déesse Terre en grec, qui peut être appelée aussi Gai ou Chtone. Et ces noms, Gaïa, Gai, Chtone, peuvent désigner, selon les dispositifs énonciatifs et selon les poètes, le sol sur lequel on marche, l'espace de vie des humains, le territoire politique, la terre que l'on cultive, la puissance cosmique terrestre en relation avec le ciel, ou bien encore l'espace des morts. Comme le mot terre d'ailleurs en français, qui peut désigner la planète, le sol sur lequel on marche ou le territoire politique. On ne peut comprendre en fait ce que ces mots recouvrent précisément qu'en tenant compte des réseaux de connexion dans lesquels ils s'insèrent. En Grèce ancienne, donc, non seulement il y a plusieurs noms de la Terre, mais en plus les champs de fonction de la Terre sont multiples. J'emprunte l'expression à l'anthropologue africaniste Danuta Liberski-Baniou. Un même nom peut par ailleurs référer à des compétences différentes selon les emplois. Il n'y a pas, contrairement à ce que dit par exemple le philosophe Giorgio Agamben, et je remercie Patrice Maniglier de m'avoir parlé de ce texte, il n'y a pas un espace de vie qui s'appellerait Gaïa d'un côté et un espace des morts qui s'appellerait Chtone de l'autre. Gaïa peut renvoyer à l'espace des morts et Chtone peut désigner la déesse Terre en tant que puissance maternelle. Les penseurs des 19e et du 20e siècle ont radicalisé, voire inventé des oppositions pour ranger le monde et les dieux grecs. Mais les formes des dieux sont multiples, disait Euripide à la fin de plusieurs de ses tragédies. Contre les simplifications de leurs collègues modernes, les anthropologues contemporains mettent en évidence aujourd'hui la complexité des configurations divines en régime polythéiste. L'intérêt de ces travaux, c'est qu'ils rendent étranger un monde grec ancien patrimonialisé,
monothéisée aussi. Il nous pousse à nous décoloniser de l'intérieur, je reprends cette expression à Bruno Latour, et nous rappelle en fait qu'on n'échappe pas si facilement au travers moderne. Résonance religieuse, consonance grecque. L'association de l'une et de l'autre dans le nom de Gaïa active peur, suspicion, interrogation. Je l'aime bien pour ma part ce nom de Gaïa, car il embarrasse autant qu'il interpelle. Sans doute parce que qualifier par ce nom antique un bouleversement contemporain, c'est ouvrir une faille dans la ligne du temps, depuis laquelle émergent les monstres craints par les modernes ou fabriqués par eux. Sans doute parce que son nom nous pousse à laisser une place à quelque chose qu'on pourrait appeler, avec l'anthropologue Marshall Salins, une métapersonne. Les métapersonnes, ce sont ces êtres non humains, les puissances divines, les esprits, les objets, les fantômes, mais aussi les êtres de fiction, avec lesquels les humains entretiennent des relations, au moyen de dispositifs rituels, discursifs ou esthétiques. Je ne sais pas s'il faut dire Gaïa ou employer un autre mot pour dire la Terre. Je sais en revanche que dire Gaïa fait réagir, que cela crée un trouble. Son nom rappelle par ailleurs que certaines choses ne peuvent être clairement exprimées que dans le langage du mythe, que même en l'absence de Dieu, il n'y aura jamais de toute puissance humaine. Mais comme en grec, il y a d'autres noms en français, d'autres expressions pour parler de la Terre, et Jeanne a de belles choses à nous dire maintenant, je crois, sur celle de zone critique.